Salut Marc. Salut Alexandre. Merci Marc de rejoindre ce nouvel épisode de Stacast. Tu connais le principe de Stacast ? Ouais, bien sûr. T'as écouté quelques épisodes avant ? Ouais. J'ai bien fait mes devoirs. T'as bien fait tes devoirs ? Ok, c'est cool. Bon, l'idée c'est vraiment de donner des ressources assez concrètes, que ce soit des apps, des bouquins, tout un tas de choses que tu utilises ou que tu recommanderais. Et on va commencer par t'écouter sur ton parcours, Marc. Ok. Moi j'ai 30 ans, je suis ingénieur de formation. Okay. Ah oui. Et j'ai fait un petit saut en école de commerce ensuite. D'accord. Et j'ai connu le capital risque en travaillant chez Alven. Oui, ouais. En 2013. J'ai travaillé essentiellement avec Jérémy Usan, Rafik Ambert et Nicolas Sellier. D'accord. Et pour resituer un peu à cette époque-là, avec Jérémy, j'avais bossé sur Wisely sur BIM, qui ensuite s'est fait racheter par Zendesk quelques années après. Ouais. Avec Nicolas Sellier, j'avais bossé sur Cézanne. D'accord. Et avec Rafi, j'avais bossé sur Smokio, qui a été lancé par les founders qui maintenant ont lancé Conto. Ah oui, c'était les fondateurs de Conto. Et donc c'était Alexandre Pro et Steve. Et on avait également, Rafi avait exécuté le deal Algolia. D'accord. En seed. C'est le tout premier tour de Algolia. Ouais. Ah oui, donc ça remonte là, on est en quelle année là ? C'est en 2013. 2013. Donc ça, c'était comme ça que t'es tombé dans la marmite en fait. C'est comme ça que j'ai vu un peu de l'intérieur comment fonctionnait une équipe de capital risque. D'accord. C'était vraiment intéressant. Et c'était juste après ton école de commerce, ça ou... Ouais. J'ai fait le master entrepreneur de HEC. D'accord. Et effectivement, juste après ça, j'ai passé 7 mois en tout là chez Alven. D'accord. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe Capital Risk de Otium Capital. Ouais. Qui, donc à l'époque, était composé de Antoine Fraisse, qui avait fondé Otium en 2008 de mémoire, Bruno Rayard, qui maintenant est le fondateur et le GP de First. Ouais. Et en fait, chez Otium, je venais pour remplacer Stanislas Nocchado, qui était parti fin 2013 monter Doctolib. C'est ça, voilà. Ouais. C'est ça la petite histoire. Qui venait, qui est parti rejoindre le côté... je dirais. L'éclair de la force. Ouais, bien sûr. Ouais, il est parti monter Doctolib donc fin 2013 et Otium donc a cherché pendant quelques mois un remplaçant et on s'est tapé dans la main en février 2014 avec Antoine et Bruno. Pour lancer aujourd'hui ce qu'est Kerala. Alors à l'époque pour continuer l'activité de Otium Capital, qui était à cette époque-là une espèce de start-up lab, à la fois investisseur, entrepreneur, très opérationnel comme approche. Soit il lançait des business, des startups... un peu comme un studio, quoi. From scratch, un peu comme un studio. D'accord, et vous mettiez à disposition des ressources de serial entrepreneurs, de votre réseau. Tout à fait, et du capital. Ou alors il rachetait des startups vraiment au tout début, pour ensuite les développer. D'accord. Donc c'est ce qu'avait fait Otium pendant à peu près 6 ans, de 2008 à 2014. Ouais. Et donc moi je suis arrivé en février 2014. Au moment où toute l'équipe se posait la question d'accélérer sur la fourchette, et donc ça allait sans doute se passer par un adossement industriel. Okay. Et donc on a beaucoup travaillé, notamment avec Antoine et moi, sur toute la préparation de la transaction, toute l'élaboration de la documentation. Ouais. Et effectivement, ça s'est super bien. Très belle histoire finalement. Super histoire. The Fork, c'est ça maintenant ? The Fork, ouais. The Fork. Maintenant, c'est l'espèce de business unit restaurant de TripAdvisor. Qui est toujours d'ailleurs dirigé par Bertrand Géansperger, qui est le fondateur de la Fourchette, qui maintenant a pris les manettes de ce business-là. Ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, Kerala, c'est le fonds dans lequel. Tu as cofondé cette structure et vous investissez dans un type de business en particulier ? Ouais, alors pour reprendre la cinématique, la Fourchette s'est fait racheter en mai 2014. Ouais. Et pour Antoine, c'est marqué un peu la fin d'un chapitre. Il avait travaillé avec Pierre Larsterin, main dans la main, de 2008 à 2014. Et donc là, l'idée, c'était de lancer quelque chose d'encore plus entrepreneurial, encore plus early stage. Ouais. Et donc on s'est associé
je dirais, au cours du 4e trimestre 2014 avec Olivier Uccelli et donc Antoine Fraisse, pour lancer donc en janvier 2015 ce qui en fait est devenu Kerala Ventures. Ah ok, d'accord. Avec une logique donc d'investir au tout début. À l'époque, on investissait jusqu'à 300 000 euros sur un premier ticket. Donc c'est maintenant ce qu'on appelle du pré-seed. À l'époque, ça s'appelait du seed encore. L'amorçage, c'était vraiment pas courant à l'époque. C'était essentiellement fait par des business angels, mais qui en faisaient rarement leur métier. Et donc, on a été parmi les premiers à avoir une logique professionnelle sur de l'amorçage, donc très très early stage. Et donc ça, on a fait ça, on fait ça maintenant depuis 5 ans, où on investit en étant le tout premier investisseur des startups. On peut arriver soit en étant même avant des business angels, soit en étant juste après, mais on est toujours le premier assez tôt, quoi, investisseur professionnel capital risque. Et maintenant, on a un peu plus de moyens, donc on peut investir jusqu'à 1,5 million sur un premier ticket. Et effectivement, dans des startups tech françaises, beaucoup de SaaS, de sujets. D'accord, le secteur, pas mal SaaS, quoi. Beaucoup de SaaS, marketplace, essentiellement, c'est ce qu'on a fait historiquement. Et maintenant, c'est un peu plus panaché. On a investi également beaucoup dans les business autour de l'intelligence artificielle, de la data et de tout ce qu'on appelle les fameux tech-enabled services. Ok. Et vous avez gardé cette logique un peu de mise en relation, enfin, j'imagine que tous les fonds le font, mais à différents degrés, entre avoir votre casquette de juste investisseur en capital et puis aussi entremetteur, accélérateur, j'ai envie de dire. On essaye d'apporter une valeur hyper forte et unique à nos entrepreneurs. Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours voulu garder, je dirais, un nombre de startups par personne de l'équipe d'investissement assez faible. On a un ratio qui est étonnamment faible en fait, pour un fonds de seed, de manière à avoir beaucoup de temps pour travailler avec nos entrepreneurs sur tous les sujets sur lesquels ça les intéresse de les faire monter. On a fait beaucoup de recrutement. Kerala est beaucoup connu pour son apport sur le recrutement, notamment avec les Talent Letter, First 20, qu'on opère en parallèle de Kerala et qui nous aident à sourcer chaque semaine une petite quarantaine de profils qui sont à l'écoute du marché. D'accord. Qu'on rencontre. On fait beaucoup de recrutement pour nos boîtes. D'accord. Et donc effectivement, on est connu pour faire ça. La vérité, c'est qu'on fait ça, mais on ne fait pas que ça non plus. Mais tout ça est permis par ce ratio, je dirais, un peu faible de nombre de startups par partenaire. Qui permet de faire de la qualité, un suivi rapproché. Les maths sont simples, on a 5 ans d'existence, on a fait 15 deals. C'est hyper resserré, ils sont tous sur notre site, il n'y a pas des... On n'a pas des j'ai vu ça, donc c'est étonnamment resserré pour un fond de site. Je pense qu'on est assez tech chez Kerala, dans la mesure où on est quasiment que des ingénieurs. En fait, il n'y a que Antoine qui est un épicier. Mais Thomas et Vic, qui sont dans l'équipe, sont des full ingénieurs. Thomas était même CTO avant de rejoindre Kerala. Et donc je dirais que c'est un peu dans notre ADN, on a pensé tout l'outillage et tous les process de Kerala pour être très tech. D'accord. Et ça, c'est une particularité de ce fonds-là ou je sais pas, j'ai pas exploré. Vous avez un ADN. J'ai pas exploré les stacks de tout le monde, mais on a essayé de repenser tout le process, je dirais même d'instruction des deals, jusqu'à aussi la logique de réseau. Comment, donc on a beaucoup d'outillage pour cartographier le réseau Kerala, qui est quelque chose de, du coup en fait qui existe, qui est un peu tangible. C'est en fait c'est la réunion simple des réseaux personnels de chaque membre de l'équipe. Et vous avez mappé tout ça. On a mappé tout ça, on a des règles d'animation de ce réseau, d'automatisation de ce réseau. C'est génial ça. Le réseau d'Invisi, c'est un de ses principaux assets avec la marque. Et nous, on a essayé de le rendre tangible. Ok, top. Marc, alors on va regarder l'écran d'accueil de ton smartphone. Petit exercice qui est aujourd'hui auquel tu ne peux pas couper. Alors c'est quoi? C'est un iPhone 7 non, là c'est quoi? C'est un 10. C'est un 10. Je peux regarder? Ouais, bien sûr. Je peux voir. Alors, on a du... Alors c'est marrant parce que... J'ai pris soin d'enlever toutes les apps. Ouais, mais tout le monde fait ça, c'est pas grave. Donc Trendline, ça reste indispensable aujourd'hui. C'est marrant parce que Trendline, c'est une appli, je sais pas pourquoi je l'utilise en fait. Je sais pas si je l'utilise parce que je suis dans ce milieu-là et qu'on en a beaucoup entendu parler, ou si c'est parce que c'est vraiment no friction. Ce que j'ai...
Je crois qu'en 2012-2013, c'était vraiment une bien meilleure expérience que Voyage SNCF. Ouais, clairement. Et je crois que Voyage SNCF s'est quand même bien rattrapé avec le temps. Bah ouais. Je l'ai pas réutilisé Ouais. depuis, mais je crois qu'ils ont quand même fait un bel effort. Ouais. Bon, tu as du Slack, outil collaboratif. Alors, intéressant, tu as des petits dossiers. Je peux ouvrir le taxi par Ouais, bien exemple. sûr. Donc, tout ce qui est transport, Uber, Captain, Ouais, parisien. Je quoi, jusqu'au pense bout que des j'ai jambes. 90% des apps de trottinette. Ouais. Ok, donc tout pour te déplacer. Bird, c'est quoi? Je connais pas. Pareil, c'est une app de trottinette. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'il y a en content? Donc tu mets tes infos dans Pocket. Pocket pour ceux qui savent pas ce que c'est Un peu une app de bookmarking. voilà, pour enregistrer, pour pas perdre ses infos, les enregistrer quelque part. Pep Talk, je connais pas. Pep Talk, c'est. Alors j'avoue, celle-là, je l'ai utilisée pour. C'est récent. Renseigner sur le produit. Non, ça date un peu. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est une application de. C'est du pur contenu, de discours qui viennent un peu encourager les personnes, quoi. Motivational en fait. D'accord. C'est vraiment bien fait. Un truc de coaching? C'est un peu de la mise en condition. C'est-à-dire que si tu vas passer un entretien ou si tu vas te préparer T'es le meilleur. tu vas commencer un match de boxe, tu as un pitch, un discours assez rythmé, bien cadencé, qui est vraiment bien foutu. Quoi. Peut-être mais bien dans. Je dis plus trop, mais je trouvais ça intéressant. Quoi. Ok. Il me semble que c'est les Français qui ont monté ça, mais je suis pas sûr. Petit bambou, ça c'est de la zénitude. C'est quand j'ai essayé de faire la méditation et je galère un peu. Ouais, c'est compliqué le matin. C'est dur d'en faire une routine. Ah ouais. J'essaie d'avoir beaucoup de routines dans ma vie, mais ça j'ai eu du mal un peu à le cranter. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on parlera peut-être, t'as un dossier Kerala, on parlera peut-être. Pour vous, ça illustre pas mal toute la stack qu'on a chez Kerala. Alors, il y a la dernière partie, stack métier, tu pourras te lâcher sur ça. Et First 20, hop, t'as du MailChimp, du Trello. Ça, c'est effectivement la stack de notre newsletter First 20. Ouais, donc ok, bah, vous gérez votre newsletter avec des outils classiques, quoi. Airtable, tu utilises beaucoup? T'es passé comme là-dessus? Airtable, on l'utilise essentiellement pour First 20. D'accord, pour gérer la base de données. Toute la stack de First 20, pour te l'illustrer, donc on a un Webflow avec un Typeform que les candidats et les startups remplissent. Ouais, ça atterrit. À ce moment-là, les deux atterrissent dans un Airtable et qui en fait est pas mal propulsé par Zapier. Ouais, qui articule tout ça. Quoi. Et puis après, qu'est-ce que tu as d'autre? Donc ça, c'est pas la home screen, mais je me permets. Cheers, c'est quoi ça? Cheers, c'est une app pour imprimer des photos. Ah, ok. Je connais pas. Dans cette grande tendance éco-friendly et tout. Oui, pour tirer sur papier. Bon, écoute, super. C'est toujours aussi parlant, je trouve, la première page. Et puis même quand on est sur des stacks d'home screen un peu classiques, je trouve que c'est toujours. Je pense qu'elle est très classique. Quoi. Mais moi, en ce moment, moi, je ne vois pas d'home screen très innovante entre guillemets. Pourquoi? Je pense que c'est parce que les gens visent la productivité et qu'on est tous, on est tous revenus de 2007-2008 avec 18 pages. Je pense qu'il y a une vraie rationalisation. Ouais. Ah ouais, je pense qu'on est tous passés. Et pas qu'à un niveau professionnel. Hein, je suis d'accord. C'est impressionnant de voir le nombre de gens qui n'ont presque plus de pastilles de notifications sur leur mobile. Oui, qui décident de couper ou qui font le tri. Moi, j'ai que WhatsApp. Que tu autorises à te dérouler. Ouais. C'est une vraie question, ça. C'est les ding-ding. Mais ça, je pense que c'est exactement ce que tu dis. On a consommé beaucoup d'instantanéité, de synchrone, de communication synchrone. Entre disons 2007 et 2016-2017 et je trouve qu'il y a eu sans doute un peu une surdose. Ouais. Et donc on vient rationaliser gentiment tout ça quoi. Ouais, on est en train de repartir sur. Je connais même des gens qui vont dans l'extrême inverse, c'est-à-dire vraiment on peut les contacter qu'à certaines heures.
Je pense que on n'a pas fini de faire des virages comme ça sur les usages. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as lu des bouquins qui ont fait l'effet chez toi de grosses révélations? Est-ce que alors dernièrement ou pas, est-ce qu'il y a des bouquins que tu pourrais recommander, des lectures? Ça peut être des articles, des sites. Ouais, il y a un peu deux types de bouquins, quoi. Il y a les bouquins juste rafraîchissants, Ouais. qui sont vraiment très divertissants. Et des bouquins plus de productivité et de self-development. Qui te servent après, ouais. Un bouquin qui m'a beaucoup servi dans ma vie pro, c'est Getting Things Done Ouais. de Allen. Ouais. Bien s'organiser. Ouais, bien s'organiser et en fait construire un process robuste de collection, planification et exécution des tâches. Ouais. Et donc s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans le process, que tout est bien carré. Et ça, en fait, ce pour qu'on fait ça, c'est pas pour être irréprochable, c'est juste pour avoir une tranquillité d'esprit exceptionnelle. Tu sais qu'à tout moment, t'as pas de pense-bête à avoir, t'as pas ta montre retournée, t'as pas écrit sur ton poignet. T'as ton disque dur externe quelque part. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça aide à travailler, du coup, à avoir beaucoup plus de... On en a parlé un peu avec Rémi sur le deuxième, qui lui avait bien lu, apprécié, appliqué. Et est-ce que toi, suite à la lecture du bouquin, t'as le même process depuis que tu l'as lu, ou est-ce que tu le customises un peu ce process Non, j'ai globalement le même process. Après, il faut aussi... C'est papier ou digital? Parce que les deux sont permis, je crois, dans la méthode. Ouais, moi c'est digital pour le coup. Ouais, c'est digital, ouais. Et j'ai globalement le même process. Après, il faut tolérer aussi un peu de souplesse, mais ça c'est pour le coup, c'est quand je recrute un analyste chez Kerala, une de ses premières formations, c'est ça, quoi. Tu vas lire le bouquin. En VC, tu fais beaucoup de microtasking en fait. Ouais. Et donc, faut être capable d'en enchaîner pas mal. Et ça, effectivement, quand tu as un bon process d'organisation, ça aide. Faut être capable de batcher des choses entre elles. Ouais, tout à fait. Et d'avancer en parallèle, ça demande une organisation particulière. Ouais. Donc là, ce bouquin m'a beaucoup aidé. J'ai bien aimé ici le The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Ouais. C'est un peu classique, je suis désolé. Non, mais génial. Au contraire, c'est celui-là, je pense qu'on peut le lire peut-être une fois par an. Ça donne la pêche en fait, même si c'est dur. Ça donne la pêche, ça aide aussi à relativiser aussi un peu, quoi. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui est important pour toi. Mais je pense que c'est ça en fait, ce bouquin, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui... On en revient tous sur la semaine de 4 heures, mais non, en fait non, parce que ça te permet de réfléchir aussi sur... c'est ça, de te poser les bonnes questions, de reprendre un peu la main sur ta vie, même si à la fin t'aboutis pas à 4 heures de taf. Mais... Ouais, exactement. Je suis pas sûr qu'il faille travailler que 4 heures par semaine, mais en revanche, être conscient de ces préconceptions mentales, des barrières qu'on se fixe inconsciemment. C'est impossible pour moi d'aller vivre à Montpellier. Pourquoi ? Parce que après je suis pas à Paris pour le taf, mais pourquoi tu as besoin de ça ? T'es obligé à creuser toutes tes idées préconçues, c'est très intéressant comme démarche, je trouve. Ouais, tout à fait. Et ce bouquin aide pas mal à faire ça, quoi. C'est dingue, l'essor des bouquins de productivité, c'est vraiment corrélé au fait qu'il y a un essor aussi d'app qui sont de plus en plus puissantes sur la productivité et un besoin d'y voir clair là-dedans. Ok, c'est cool, un bouquin que tu recommandes. Il y a un truc un peu plus funky, j'ai bien aimé, alors ça date un peu, mais à l'époque j'ai bien aimé la bio de Bernard Tapie. Ah ouais ? Ouais, le Phénix. Le Phénix ? Je connais pas. Hyper marrant, on connaît tous ces personnages, mais du coup c'est quand même un vrai entrepreneur qui a eu des hauts, des bas. C'est un bouquin vraiment cool. Avec pas mal de retours d'expérience. Et il y a la bio du fondateur de Nike, Phil Knight. Ouais. Et les bouquins s'appellent Shoe Dog. Et ça, c'est incroyable de voir à quel point c'était une autre époque d'un point de vue, je dirais, dimension temporelle. Ah oui.
En fait, tout prend des plombes, c'est exceptionnel. Entre le moment où ils commandent les premières baskets au Japon, qu'elles arrivent, il se passe tout de suite un an et demi, Ouais. C'est impressionnant. Mais bon, c'est une belle histoire, quoi. Est-ce qu'il y a des sites, des espèces de blogs sur lesquels tu es plugué pour faire ta veille, ou est-ce que tu es plutôt du genre, non, j'attends que mes copains me fassent une curation déjà En gros, j'ai principalement 2 newsletters qui m'alimentent. D'accord. La première, c'est Launch Ticker, Ok. qui est une espèce d'agrégateur d'informations très chaudes. Donc Ok. c'est Sur quel sujet sur toute la tech. Toute la tech, ouais. Uniquement tech. Et donc c'est tous les M&A, Ah, ok. D'accord. les derniers fundraising, les dernières grosses, les grosses news un peu chaudes, Ouais. quoi. Il y a peu de réflexion en fait derrière, mais Mhm. c'est juste pour Synchroniser, quoi. être toujours un peu au courant des sujets chauds qui se font funder ou qui se font acheter. Ouais. Et après, j'aime bien la newsletter de Ben Evans, de Andreessen Horowitz, Ouais. Ouais. qui lui pour le coup, donc c'est une weekly newsletter Ouais, ouais. Et puis, hebdomadaire et sur différents sujets. sur plein de sujets différents, et il prend pour le coup beaucoup plus de temps pour Ouais. réfléchir. Donc c'est moins de l'information très chaude, c'est plus prise de recul sur... C'est un quasi-blog sous forme de newsletter, en fait. Ouais. Bah après, à chaque fois que je pose cette question, il y a de plus en plus de gens qui me disent ouais, moi je préfère que mes potes me fassent le compte rendu au boulot et on en arrive à ça. C'est aussi ça l'art de l'automatisation, c'est de compter sur les gens. Tim Ferriss, il pousse ça un peu au bout parce que il dit qu'il ne se renseigne pas sur les programmes politiques des candidats aux élections présidentielles. Il attend que ses potes lui fassent une espèce de petite shortlist. C'est comme ça que tu vois Trump au pouvoir. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne façon de faire. Ok, alors dans ton stack métier, on va reprendre juste ta petite. Je sais pas si tout est visible là. Ouais. Donc toi, en tant qu'investisseur, mais pas que, parce que aussi dans la boîte, tu parlais de la newsletter. Vous mettez la main un peu sur plein de choses, sur plein de sujets. Nous, peut-être l'outil le plus important chez Kerala, c'est HubSpot. HubSpot, ouais. Qui à la fois vient structurer le process d'instruction d'une startup. Ouais. Et donc centraliser tous nos échanges et toutes les notes, toute l'intelligence qu'on essaye d'apporter dans notre réflexion pendant le process. Ouais. Et ça nous sert également de CRM, et par CRM j'entends Contact Relationship Management. Ok. Où là on vient, c'est ce que je disais tout à l'heure, cartographier 100% des gens avec qui on échange, et pour pouvoir les tenir informés des enjeux de Kerala, être au courant également de eux, où ils en sont dans leur vie. En fait on a un certain nombre de talents, enfin de très bons, de profils qu'on trouve très très bons, et dont on reste proche, et à qui on écrit, avec qui on prend un café tous les 3, 4, 6, 12 mois. D'accord. Et toute cette information-là est stockée justement dans HubSpot. D'accord. Et c'est un peu vraiment la backbone de Kerala, je pense. C'est votre base de knowledge management Non, alors le pure knowledge, il va plutôt être dans Notion. Non, vous utilisez Notion. C'est avec ça qu'on... Donc là, c'est plus CRM. C'est plus CRM, ouais, effectivement. Et vous êtes sur Notion pour garder l'essentiel de ce qu'il faut. Sur Notion, ouais, c'est toutes les notes, en fait. C'est notre Evernote à nous. Ouais. Donc vous êtes sur Notion. Alors, qu'est-ce qui m'a parlé de... J'ai vu une petite tendance sur Slide. Ouais, c'est en ce moment, c'est nous, on a commencé sur Notion un peu par hasard. Ouais. Et après, bon, j'ai l'impression que les invests sont vachement sur Notion. C'est pas le premier. Ouais, je sais pas. Notion, enfin, en vrai, je pense que les deux produits se valent. Slide, c'est des petits Frenchies en plus. Donc, mais nous, on a commencé un peu par hasard sur Notion. Je crois avant que Slide se lance. Et bon, après, la beauté ou au contraire la mocheté de ce genre de modèle, c'est que c'est très dur de switcher, quoi. Mais vous avez basculé complètement votre base de connaissances sur les outils, ou vous avez d'ores et déjà commencé sur cet outil? Non, bah, l'avantage de Kerala, c'est que quand tu as un Google Drive qui est complètement structuré, tu te dis... Ouais, bien sûr. Kerala, quand on l'a construit, déjà on était dans une logique de tout mettre en note, de ne pas avoir des Word
Ça aide perdus, quoi. stratégiquement de décider ça depuis le début. Ouais, complètement, ouais. C'est clair. Et quand tu dis sur le réseau, que tu essayes de mailler, vous essayez de faire une communauté, du coup, de votre communauté, et vous l'animez comment? Vous faites des events entre... Ouais, alors donc il y a la fameuse communauté des entrepreneurs de Kerala. Ouais. Donc là, c'est en gros c'est les équipes fondatrices Ouais. de nos 15 startups et qui se retrouvent autour de thématiques. Donc, D'accord. on va plutôt orienter, par exemple, comment structurer une équipe sales B2B. Ouais. Là, il y a effectivement Doctolib, Privatiseur, PlayPlay qui vont venir échanger. Puis après, ça va être une logique plus comment lancer une équipe marketing. Ouais. Et là, Georges, WeHelp et Hostelfly vont se rencontrer. En fait, on essaie plutôt de cadrer les discussions autour de thématiques très métiers pour être très concret, quoi. Ouais, des challenges communs en fait. Exactement. Pour que... Avec des boîtes qui ont souvent des cibles un peu similaires ou des canaux d'acquisition un peu similaires. Et alors du coup sur cette fameuse pas newsletter mais ce qu'il y avait dans ton dossier, c'était ça? C'était Alors ouais, ça c'était essentiellement First 20 et après sur la newsletter, sur la stack de Kerala, nous on est tout sur Drive, Gmail, enfin G Suite et Slack un peu? Ouais, Slack aussi. Ouais. D'ailleurs c'est intéressant, on pourrait en parler. Ouais, sur l'usage de Slack. Sur à quel moment tu utilises Slack, à quel moment tu utilises Gmail, c'est pas si évident, je trouve. Non. Ouais. Et alors peut-être qu'on n'a pas un bon usage, mais même pour gérer. L'avantage quand même du mail, c'est que c'est vraiment. Ça fait valeur de c'est preuve. vraiment asynchrone. Non? Ah oui, d'accord. Et, donc, je sais pas. Il y a des moments où je me dis, franchement, mail et WhatsApp, c'est pas mal. Ça fait une vraie dichotomie asynchrone. Et Slack, je trouve que parfois la communication est un peu plus brouillée, quoi. On sait pas exactement si on attend une réponse instantanée ou si au contraire ça peut attendre. Je trouve que ça fait un peu. Ça mélange un peu les deux. Mais il y a des postures en fait. Volontés, quoi. Il y a des postures qui sont. Ouais, tu sais pas si tu réponds pas dans l'instant, quel message t'envoies. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est plus une question de process, de clarification en interne. Ouais. Et nous, on l'a sans doute pas assez bien fait chez Kerala, donc on se retrouve avec des messages qui appellent une réponse rapide, et au contraire d'autres non, qui sont plus asynchrones. Ouais. Et je pense que c'est un outil que vous utilisez pour vous, dans votre équipe, ou alors où vous l'utilisez pour gérer votre communauté? Pour les deux, en fait. Il y a effectivement, on l'utilise au sein de Kerala entre nous, et on a effectivement, en fait, on a un channel qui s'appelle Candidate, dans lequel on met tous les candidats que Kerala rencontre toutes les semaines. C'est à peu près 25 tours par semaine. Et dans ce channel sont tous nos entrepreneurs. Ok. Et donc ils bornes tout le monde, quoi. Ils ont accès à. Il faut imaginer une espèce de feed. Ouais. Où tu as plein de candidats qui tombent toutes les semaines et que tu peux contacter en priorité. Ah, c'est top. Ok. Après, dans Slack, c'est vrai qu'il y a le côté directory qui manque. Enfin, je sais pas si. Le côté annuaire, en fait. C'est en gros, c'est bien pour échanger, mais quand tu veux avoir plus d'infos sur la personne. Alors, tu as la petite vignette, tu as le nom, tu peux avoir des choses, mais moi, j'ai trouvé que sur Slack, il manquait toujours ce côté directory qui. Je pense c'est le choix de Slack que de ne pas s'aventurer vers. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, quand tu fais. Autant quand tu bosses en team, la petite vignette, ça, elle fait le job, quoi. Mais quand tu t'en sers pour faire du community building et gérer de la communauté, c'est là où l'outil a ses limites. Il est moins profond, effectivement. Mais c'est vrai que sur Slack, l'usage détourné du community building. T'es un peu obligé de hacker. T'es obligé un peu de hacker beaucoup de choses. C'est sûr. Parce que c'est un écosystème assez fermé, mine de rien. Rien que pour onboarder quelqu'un sur Slack. C'est un coup de dé quand même, c'est un 50-50 parce que même si c'est aujourd'hui traduit en français, moi je me souviens qu'au début, même si c'était hyper beau, c'était en anglais, c'était hyper beau, il n'y avait pas de friction visuelle, mais non, il y avait des blocages parce qu'à un moment donné, je sais pas, Non, c'est vrai, il y a effectivement quelques fonctionnalités qui sont pas dans leur cœur et donc que tu es obligé un peu de hacker si tu veux construire effectivement un outil que tu vas être proche de tes attentes. Ok, top. Ben écoute, Marc, c'était vraiment très très sympa de venir
d'avoir livré ton stack avec nous. Merci de m'avoir reçu. Et je vous dis à bientôt. Pour avoir accès à toutes les ressources de cet épisode de Vite ton stack, je vous invite à aller sur stackcast.com et de vous y inscrire. Merci à tous.